Bonjour mes chers élèves. Nous entamons aujourd'hui le 3e module intitulé « Le dernier jour d'un condamné », roman à thèse de son écrivain Victor Hugo. Alors passons à la phase prépédagogique. Alors notre activité d'aujourd'hui se focalisera sur l'étude du texte. Le titre, bien évidemment, c'est l'incipit de notre roman « Dernier jour d'un condamné ». Faites attention, le titre doit être toujours souligné parce qu'il ne s'agit pas d'une phrase normale, c'est un titre d'une œuvre et on doit tenir aussi à mentionner les premières lettres de chaque mot en majuscule, comme c'est le cas de la phrase mentionnée sur l'écran. Notre support, c'est le chapitre 1er et la compétence visée tout au long du module, ou bien la macro-compétence, si on voulait dire, c'est étudier un roman à thèse. À savoir, on va essayer d'étudier les spécificités d'un roman à thèse. Alors, notre objectif, ou bien notre station d'arrivée à court terme, durant une séance, c'est que l'élève doit être en mesure d'identifier les caractéristiques d'un incipit d'un roman à thèse. Passons maintenant à la phase d'identification. La phase d'identification est consacrée à des éléments déjà étudiés dans l'activité des travaux encadrés. Autrement dit, au cours de la séquence introductive ou bien la séquence 0. Alors cette phase consiste à permettre aux apprenants de se familiariser avec le contexte général ou bien des éléments, si on voulait dire, qu'on a déjà mentionnés et qui ont pour but de permettre à chaque apprenant de savoir ce qu'on va étudier. Autrement dit, on peut dire qu'on essaie de le mettre sur la bonne voie. Bien évidemment, le titre, c'est le dernier jour d'un condamné. Alors, si on voulait faire un petit rappel, on peut dire que ce titre nous renseigne sur un personnage anonyme dont on ne connaît pas le crime commis. On a l'article indéfini 1, c'est un condamné, mais comme on a déjà signalé lors des travaux encadrés, que Victor Hugo prend de son personnage la voix de tous les condamnés et essaye de transmettre son message et annoncer à chacun de nous et de la société et aux responsables de la justice qu'il faut abolir la peine de mort. L'auteur, bien évidemment, comme on a déjà signalé, que Victor Hugo, qui est né en 1802 et décédé en 1885. C'est un écrivain très célèbre. C'est un romancier, poète et dramaturge français, bien évidemment. Il a écrit pas mal d'œuvres littéraires. Par exemple, Les Misérables, Les Châtiments, Les Contemplations, Hernani, ainsi de suite. Alors, mais dans le cadre de ce roman, comme on a déjà signalé, il fait partie aussi des écrivains engagés. Alors, qui dit écrivain engagé, dit que cet écrivain s'engage à défendre une cause, une position, quelle que soit politique, religieuse ou autre. Et ici, il essaie de défendre une idée, à savoir abolir la peine de mort. La date de publication de ce roman est 1829. Pour la date d'écriture, comme tout le monde peut me poser, puisqu'on a l'habitude toujours de mentionner les dates de publication ainsi que les dates d'écriture, rien n'est officiel. On trouve que quelques-uns affirment que c'est 1828, mais rien n'est officiel. C'est seulement des interprétations ou bien des dates mentionnées d'après des personnes qui ont vécu avec l'écrivain lors de cette époque.
Mais pour trancher, on peut dire que c'était vers la fin de 1828 par la suite, on peut constater que le roman est écrit et publié dans la même date. Le genre littéraire, bien évidemment, puisqu'on est en train d'étudier un roman à thèse, alors le genre, c'est le roman, c'est le genre narrativisé. Alors ici, on a un roman à thèse. On a dit à thèse parce qu'il essaie de défendre une idée, une thèse, comme on a déjà signalé, c'est l'abolition de la peine de mort. Le siècle, bien évidemment, c'est le siècle dans lequel a vécu l'écrivain, c'est le 19e siècle, siècle marqué par un mouvement littéraire qui est nommé le romantisme. Alors, pour ce mouvement littéraire, on peut signaler que les romantiques, ou bien ceux qui font appel à ce courant, ou bien à ce mouvement littéraire, s'opposent à la raison classique, à la sensibilité et à l'imagination. Ils essaient de développer le culte du moi, un moi souffrant. Alors, le romantisme tente de se libérer des règles strictes du classicisme et poursuit une libération de l'art. Une libération de l'art, si on voulait dire. Alors, c'est juste un rappel, mais on a déjà mentionné lors des exposés, lors de vos recherches au sein de la classe. Alors, pour la tonalité régnante dans le passage, après votre lecture attentive du passage, alors on peut remarquer que le registre pathétique est le registre primordial et le registre le plus régnant, le plus important, mais on ne peut pas nier qu'on a aussi le registre tragique et lyrique. Pourquoi ? Comme on a l'habitude toujours, on doit justifier pourquoi on a cité telle ou telle information ou bien tel ou tel élément mentionné sur le tableau lors de notre séance. Alors, le registre pathétique parce que le narrateur met l'accent sur ses souffrances, il essaye de partager avec le lecteur ses sentiments de souffrance, de désarroi et de mélancolie au sein de son cachot, de sa souffrance, de cette idée qu'il incarne et qui ne le laisse pas tranquille. Alors, il essaye de susciter la compassion du lecteur. Alors, le tragique, pourquoi ? Parce que déjà la situation du condamné est une situation tragique. Il nous parle de la mort. Alors, et on a un champ lexical aussi de la mort, chose qu'on ne peut pas nier. Quant au registre lyrique, alors on a bien évidemment, comme vous pouvez remarquer, l'emploi de la première personne du singulier, le je. Alors c'est lui qui parle, c'est le condamné lui-même, et il nous parle de ses propres sentiments, de ses sentiments personnels. Comme on a déjà signalé lors des cours de langue, que le registre lyrique s'intéresse à mentionner ou bien à signaler les propres sentiments personnels d'un personnage, d'un poète, d'un écrivain, l'essentiel de celui qui parle ou bien qui écrit, mais ils doivent être ses sentiments, lui, alors ces sentiments qui sont propres à lui. Quels que soient des sentiments de mélancolie ou de joie. Parce que la question qui se pose à chaque fois, est-ce que le registre lyrique se contente seulement des sentiments de tristesse ou bien l'inverse? Là, je peux vous rappeler encore une autre fois que le registre lyrique s'intéresse à mentionner quels que soient les sentiments de mélancolie, de tristesse ou bien évidemment de la joie, du bonheur, etc. Alors, passons maintenant aux caractéristiques du texte. En ce qui concerne les caractéristiques du texte,
Le type du texte, c'est un texte narratif à dominante descriptif. Narratif parce qu'on a l'emploi du présent de l'énonciation et de l'imparfait. Descriptif parce qu'on a l'emploi des caractérisants. La nature du texte, il s'agit d'un monologue intérieur, c'est le condamné qui parle lui-même, c'est un journal intime. L'énonciation. Alors pour délimiter et préciser le schéma énonciatif, on doit répondre à ces questions. Qui parle? C'est le condamné à mort. À qui? À lui-même. Alors il parle à lui-même, il écrit son journal intime, et il brosse ses propres sentiments, bien évidemment. Ou à Bicêtre, dans son cachot, dans sa cellule. Alors on a pas mal d'indicateurs de lieux dans le passage. Quand? Depuis 5 semaines, et c'est déjà aussi mentionné dans le passage. De quoi? De sa vie avant et après l'emprisonnement. Alors, ce qui nous permet de diviser le passage en 2 parties, c'est ce qu'on va voir après. Pour quel but? Alors, c'est bien évidemment pour partager ses sentiments, ses souffrances avec le lecteur, pour se vider, s'évader de sa situation actuelle, pour se soulager et pour plonger le lecteur dans l'univers carcéral. Passons maintenant à la situation du passage. Alors à chaque fois, je vous pose la question, où se situe ce passage? Normalement, lorsqu'on parle de la situation, on doit faire appel à 2 types de situations. La situation générale qui se répète et qui contient le titre, l'écrivain, le genre, la date, etc. Et on a la situation particulière ou bien la situation événementielle qui est par rapport aux événements. Mais ici, on n'a pas d'événement avant. C'est le texte d'ouverture. C'est un texte qui se situe au début du roman. C'est un incipit, tout simplement. Alors, commençons par la situation générale. Alors, ce passage est un extrait du roman à thèse intitulé « Le dernier jour d'un condamné ». Comme vous pouvez observer, encore le titre est souligné et la première lettre de chaque mot est écrite en majuscule. De son célèbre écrivain français, c'est Victor Hugo, qui est né en 1802 et décédé en 1885, publié en 1829. Passons maintenant à la situation particulière. Ça veut dire ce qui est en relation avec le passage en étude. Il s'agit d'un texte d'ouverture, à savoir l'incipit du roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné, dont le narrateur parle de sa souffrance au sein de son cachot. Ce dernier était obsédé par l'idée de la mort et l'incarne. Alors, pour pouvoir mentionner nos axes de lecture, et bien analyser le passage, ou bien le fond, ou bien le sens de ce texte, on doit répondre à cette hypothèse de lecture. Alors, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un incipit? Quels sont les indices qui peuvent nous permettre de dire et affirmer qu'il s'agit d'un incipit? Alors, tout d'abord, on peut remarquer que ce texte vise à fournir des informations au lecteur, des informations qui peuvent nous aider à savoir de quoi il s'agit, des idées ou bien des informations qui permettent à chacun de nous de comprendre l'histoire, de faire connaissance de ce personnage et qui est bien évidemment le personnage principal. Et puisque le texte nous fournit des informations, alors c'est un texte à fonction informative. Alors, on peut noter comme thème essentiel et comme titre du premier axe une fonction informative. Ça veut dire que ce texte a une fonction informative.
Dans cet extrait, l'incipit remplit sa fonction traditionnelle, à savoir présenter le personnage principal. Alors ici, on parle du condamné à mort. C'est lui le personnage principal. Le cadre spatio-temporel. Alors l'espace, c'est à Bicêtre. C'est l'une des grandes prisons de Paris, qui était aussi un hôpital. Et le cadre temporel, c'est depuis 5 semaines. Et lance l'intrigue, à savoir la situation et les souffrances de ce condamné qui sera le sujet de tout le roman, et offrir au lecteur des informations dont il n'était pas au courant. Alors, quelles sont donc ces informations? Deux vies opposées. Alors, lors de la lecture du passage, on peut diviser le passage en deux parties. Dans la première, le condamné parle de sa vie avant et qui était marquée par autrefois. J'étais libre avant la captivité, avant l'emprisonnement. Et dans la deuxième partie, il va nous parler de sa situation actuelle, à savoir celle de l'emprisonnement. Dans ce passage, le narrateur évoque sa nostalgie vis-à-vis de sa vie passée, sa vie d'autrefois, dont il était libre, comme tout le monde. Il a employé l'imparfait pour marquer ce passé, ou bien cette nostalgie envers ce passé déjà vécu et qui est devenu très lointain. Et décrit sa situation actuelle, sa situation présente à ce moment où il parle, dans le milieu carcéral, dans son cachot, dans sa cellule à Bicêtre, qui se manifeste dans la captivité et l'emprisonnement dans sa cellule, comme on a déjà signalé. Alors, pour bien parler et bien justifier ce qu'on vient de dire, toujours, on se réfère au texte. Alors, je vous demande de relever les indices qui nous permettent de savoir comment il a parlé de sa vie avant et sa vie après. Sa vie avant l'emprisonnement et sa vie après l'emprisonnement. Alors, dans ce stade, on va tracer un tableau de 2 colonnes. Dans la première colonne, alors on a autrefois plus imparfait. C'est la liberté perdue. Et dans la deuxième colonne, on a maintenant plus présent, c'est l'emprisonnement de l'esprit. Et aussi l'emprisonnement physique. Mais ce qui compte le plus pour lui, c'est l'emprisonnement de l'esprit. Alors, pour la première colonne, alors on peut relever des expressions du texte comme « J'étais libre, il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme, mon esprit jeune et riche, c'était toujours fait dans mon imagination, je pouvais penser à tout ce que je voulais, etc. » Pour la deuxième colonne, il a dit « Je suis captif, mon esprit est en prison dans une idée, j'habite avec cette idée horrible, sanglante, implacable, infernale, l'idée inévitable qui ne voulait pas le lâcher, condamné à mort. » Pour le deuxième point du premier axe, on a condamné à mort. Cette phrase qui se répète 3 fois dans le chapitre, dans ce premier chapitre, qui sonne fortement et qui mentionne clairement la situation souffrante, si on voulait dire, de ce condamné. Alors, une phrase exclamative répétée 3 fois au début, au milieu et à la fin de ce monologue sonne comme un cri de détresse
ou un appel de secours, mais souligne aussi la difficulté que trouve ce condamné à accepter cette réalité. Il apparaît obsédé par cette idée de la mort qui ne veut pas le lâcher. M'obsède éveillé et puis mon sommeil convulsif jusqu'à et même dans les paroles. Ce sont des expressions que vous pouvez trouver dans le passage. Deuxième axe, le choix du personnage et du discours. Alors, comme vous savez, que Victor Hugo avait choisi un personnage anonyme dont le crime est inconnu parce qu'il a un objectif bien précis, c'est abolir la peine de mort. Le troisième axe est un axe habituel. Alors, à chaque fois, on est censé de relever les figures de style mentionnées dans le passage en étude. Alors, pour la première figure de style qu'on peut mentionner, c'est une figure de style d'analogie. C'est une figure de style d'analogie, à savoir la personnification, qui consiste à conférer le statut d'être humain à une chose inanimée, un élément abstrait ou un animal, en lui attribuant une conduite ou une caractéristique typiquement humaine. J'habite avec cette pensée. Alors, deuxième figure de style, toujours seul avec elle, toujours glacé, toujours courbé. Alors ici, on a gradation croissante, c'est une figure de style d'insistance. Alors, on peut aller du plus fort au moins fort ou bien l'inverse. J'étais un homme comme un autre homme. Alors ici, on a encore une figure d'analogie dans laquelle on peut mentionner les trois éléments, l'outil de comparaison, le comparant et le comparé. Encore une autre gradation, une autre figure d'insistance. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Alors, vous pouvez remarquer qu'il s'agit d'une gradation décroissante. C'était des jeunes filles jusqu'à marronnier. On peut dire qu'il s'agit d'une accumulation. Pourquoi? Parce qu'on a une énumération plus ou moins longue d'éléments appartenant à la même catégorie, ça veut dire même nature et même fonction grammaticale. Alors, autrement dit, on peut dire qu'on a un grand nombre de termes pour multiplier les informations. Alors, c'est une accumulation. Sous les larges bras des marronniers, encore une autre personnification. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Alors, c'est une gradation encore croissante. Encore pour l'autre phrase, mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée. Alors ici, on a le parallélisme. Alors, le parallélisme, pourquoi? Parce qu'on a essayé de reprendre la même construction de la phrase syntaxique, Alors, on a mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée. Vous pouvez observer qu'on a la même structure syntaxique qui se répète dans cette figure-là. Seule et jalouse, encore une personnification, me secouant de ses deux mains de glace métaphore. Alors, comme vous savez, la métaphore consiste à mentionner une comparaison sans outil de comparaison. Alors, comparaison, mais avec absence de l'outil de comparaison, bien l'outil qu'on peut utiliser pour réaliser cette comparaison. Reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Alors ici, c'est une allégorie. Pourquoi? Parce que alors il donne vie à une idée abstraite et on essaie, c'est presque un type de personnification symbolique d'une idée abstraite, si on voulait dire. Alors, ce qui est abstrait, on essaye de le rendre concret.
Et pour la dernière figure de style qu'on a mentionnée, c'est horrible réalité, c'est une hyperbole. Alors ici, on essaie de montrer une idée exagérée, c'est l'exagération. Alors, vous pouvez trouver d'autres figures de style. Alors, c'est un exercice à vous. À chaque fois, il faut travailler les figures de style parce que c'est une question obligatoire que vous pouvez trouver dans les examens régionaux. Finalement, pour synthétiser, on peut dire que ce texte est très bien écrit pour être un simple monologue intérieur. Son style est soutenu, sa structure est calculée, ses idées bien ordonnées et cohérentes. Pour les mêmes raisons, il ne peut pas être mémoire intime. On sent que le narrateur nous interpelle en tant que lecteur pour le soutenir. Il n'a pas d'antécédents et son éducation est plutôt raffinée. On peut s'identifier facilement à lui. Merci pour votre attention et j'espère que cette leçon sera bénéfique, compréhensible et claire pour vous et qu'il vous aidera à bien comprendre ce chapitre et on se verra dans la leçon prochaine, Inch'Allah.